On a choisi ce sujet en sachant que c'était un sujet délicat, voire un peu tabou. Ce qu'on peut gagner par le travail et par les revenus aujourd'hui, ça reste assez moindre par rapport à l'accumulation du patrimoine et plus de la moitié de la richesse, possédée dans ce pays, c'est de la richesse qui a été héritée. Est-ce qu'on fait les choses pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour lutter contre la pauvreté dans son pays? Ou est-ce qu'en vrai, on est juste très content d'avantager les plus riches? Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Fakir TV. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Leïla Abdelke Yacoub, qui est responsable plaidoyer à Oxfam. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure sur son rôle précis dans l'ONG. Pourquoi je suis très content de recevoir quelqu'un d'Oxfam? Parce que c'est une ONG dont on entend parler depuis des années et des années, qui fait un travail important, essentiel même, je dirais, mais dont on n'arrive pas forcément toujours bien à définir les contours. Est-ce que pouvez nous parler un petit peu d'Oxfam, Leïla, nous dire voilà, comment ça s'est lancé, pourquoi et comment vous travaillez? Donc, Oxfam France, c'est une association qui fait partie d'une confédération, donc d'un plus grand, regroupement international, qui est donc une ONG qui s'appelle Oxfam, qui est présente partout dans le monde, dans 80 pays. À l'origine, il y a très longtemps, en 1942, en Angleterre, il y avait une mobilisation, d'universitaires, d'étudiants et cetera, contre en gros, le fait, d'utiliser, la famine d'une population comme moyen de pression politique. Not à ce moment-là, c'était en Grèce. Donc Oxfam s'est créé dans ce contexte. Peu à peu, bon voilà, c'est devenu une grande ONG qui lutte, contre la pauvreté et les inégalités qui alimentent cette pauvreté. C'est fait de plein de façons, et voilà, il y a plein d'antennes dans le monde. L'antenne Oxfam France existe sous ce titre-là depuis, 2006 et avant ça, c'était une association qui s'appelait, Agir ici pour un monde solidaire qui existait depuis 88. Donc voilà, ça fait pas mal d'années maintenant et on utilise différents, en fait, leviers pour lutter contre, la pauvreté et les inégalités au sens large. Concrètement, il y a de l'aide humanitaire dans des pays à des moments où il y en a besoin de manière, très, voilà, concrète sur le terrain et simultanément, on fait ce qu'on appelle du travail, de plaidoyer et de mobilisation citoyenne. C'est-à-dire qu'on essaie de convaincre, en mobilisant les citoyens ou directement en allant voir les décideurs, on essaie de convaincre les gens qui décident des politiques et des, décisions économiques et cetera, de, prendre, des, meilleures décisions, en tout cas des décisions qui sont en faveur de la lutte contre les inégalités et contre la pauvreté. Alors, vous, justement, plus précisément, vous êtes responsable plaidoyer justice fiscale et inégalité à Oxfam, parce qu'il y a tout un pan aussi de votre travail qui consiste à produire des rapports, travailler, chercher, trouver des informations que vous allez diffuser au public. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la méthodologie de travail? Comment vous choisissez un thème, comment vous choisissez un sujet et comment vous le travaillez? Exactement, donc nous, la manière dont on travaille, c'est en ayant cet objectif en tête, au niveau à la fois national et international, de lutte contre les inégalités. Et comme je le disais, le plaidoyer, en fait, c'est un des outils qu'on a, parmi d'autres et donc la manière dont on le fait ou moi dont je le fais, par exemple, à mon poste, ça va être de produire, de la réflexion, des rapports. Alors à la fois pour avancer sur des sujets, avoir, des nouvelles propositions sur comment on pourrait faire pour que les choses aillent mieux, dans notre pays et ailleurs, mais aussi pour avoir un outil, à diffuser, pour, faire passer des idées et pour montrer, par exemple, que la situation, est grave ou scandaleuse sur quelque chose et qu'il y a des solutions. Dans nos rapports, il y a toujours à la fois une analyse, un constat et des recommandations, qui sont faites. C'est ce qu'on a fait, par exemple, là, récemment, avec notre rapport sur les super-héritages, où on constate, qu'il y a tel et tel et tel problème, qu'il y a tant d'argent qui est perdu et qu'on pourrait faire ça, ça et ça pour y remédier. Oui, justement, vous êtes là pour nous parler des super héritages, ce rapport qui s'appelle donc le jackpot fiscal des ultra riches. Euh, Au niveau, on va en parler, il y a plein de choses passionnantes à raconter. Au niveau des informations, quand vous allez les chercher, comment ça se passe? C'est compliqué, c'est facile, il y a de la rétention d'informations, ou c'est des informations publiques que vous compilez? Comment ça se passe? Alors c'est pas toujours évident.
Alors il y a nous, il y a une part d'informations publiques qu'on compile, c'est-à-dire, qu'on va aller chercher, par exemple, le grand rapport, d'Oxfam sur les inégalités qui est, annuel. Une des données sur lesquelles il se base, c'est tout simplement des données de Forbes qui sont, publiques, et qu'on va chercher pour savoir, je sais pas, combien possèdent les milliardaires aujourd'hui, à tout leur patrimoine qui sont listés et cetera. Donc il y a des données qui sont publiques, qui existent. On travaille avec les données de l'INSEE, par exemple, en France, avec les rapports de France Stratégie, du Conseil d'analyse économique. Il y a des choses qui existent, qui sont accessibles. Ensuite, comme, tout le monde, ou en tout cas les gens qui font des formes de recherche ou de journalisme ou d'enquête, bah, on va un peu enquêter, demander à un tel qui peut-être a accès à d'autres informations et cetera. Et après on est aussi face parfois à des obstacles, très concrets d'informations qui sont absentes, voire qui n'existent pas alors qu'elles devraient. Par exemple, là, dans notre travail, sur l'héritage, on n'a pas été les seuls à faire ce constat. On s'est rendu compte qu'il y avait un grand manque de données en France, alors que c'est très bizarre parce que l'héritage, pour pouvoir le toucher, vous êtes obligé de passer chez le notaire. Il y a des papiers qui sont signés, qui sont liés à des taxes et cetera. Donc vous vous dites forcément ça devrait passer, cette information existe et elle est censée, être possédée par l'État qui devrait pouvoir dire, par exemple, tous les ans, combien de personnes héritent, de combien, des moyennes, des stats, des trucs un peu précis en utilisant quelle niche fiscale. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Une des raisons qui est donnée, alors c'est censé être en train d'avancer pour peut-être être résolu d'ici quelques années, mais la raison officielle qui est donnée, c'est que, c'est des démarches qui sont faites encore sur papier, donc c'est pas numérisé, donc on les compile pas, donc c'est comme si cette information n'existait pas. Et là, Oxa, on pourra faire ce qu'on veut, on va pas aller compter les papiers un par un, par million, auxquels on n'a pas le droit d'accéder, donc parfois concrètement, l'information n'existe pas. Donc voilà, parfois on est face à des défis comme ça. Bon, bah, on en tire aussi des recommandations il y a des informations qui devraient être publiques, accessibles à tous. Si on entre dans le vif du sujet, le premier réflexe qu'on a quand on entend parler d'héritage et de taxation d'héritage, c'est de se dire: «Mais, c'est quelque chose de précieux qu'on veut transmettre à nos enfants», et puis votre rapport, donc dont le titre est sans ambiguïté, le jackpot fiscal des ultra riches, il montre qu'en fait l'héritage a un impact de plus en plus important sur les inégalités économiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui, alors c'est pour ç enfin, on a choisi ce sujet en sachant que c'était un sujet délicat, voire un peu tabou, et la conséquence de ça, c'est que beaucoup de gens, rechignent, à s'y pencher, et beaucoup de décideurs politiques ou de personnes en place politiquement, rechignent à s'y pencher, tout en sachant qu'en fait, le système est pas très bien fait et pas très juste. Nous, on a voulu se pencher dessus malgré le tabou en se disant: «En fait, quoi qu'il se passe, ce qu'on va en conclure, c'est pas qu'on va augmenter les impôts des petits héritages évidemment, mais on veut voir ce qui se passe du côté des ultra riches à ce niveau-là». Notamment, en effet, à cause de ce contexte, qui est un contexte où la place, de l'héritage, est de plus en plus importante, dans notre économie et dans la richesse. C'est-à-dire que on est passé dans les années 70, d'une part de l'héritage dans le patrimoine total en France, qui était de 35, à aujourd'hui un taux de 60. Donc plus de la moitié de la richesse possédée dans ce pays, c'est de la richesse qui a été héritée. Donc ça pose plein de questions en termes, d'égalité, de mérite, puisque c'est une notion qui plaît beaucoup à Ouais, certains. d'ailleurs, si on parle de mérite, il y a un chiffre, il y a plein de chiffres passionnants dans le rapport. Il y en a un que vous citez, c'est que sur 2024, 7 des 9 milliardaires, 7 des 9 personnes qui sont devenues milliardaires en 2024, qui nous regardent peut-être, on les salue, euh, étaient des super héritiers. Je précise, hein, quand vous parlez de super héritiers, ce sont des gens qui ont reçu plus de 10 millions d'euros d'héritage au cours de leur vie. Donc 7 sur 9 qui deviennent milliardaires sont de super héritiers. Oui, c'est des gens où on voit de manière directe, qui ont hérité de parts dans des grands groupes et cetera, et qui sont devenus, soudainement cette année, des milliardaires pour cette raison, et on a un taux des milliardaires en France, qui sont, des super héritiers, qui est très important. En fait, aujourd'hui, la manière la plus simple, voire une des seules aujourd'hui d'accéder, à l'ultra richesse, en réalité, c'est l'héritage, et des contextes sociaux très favorables. Pour nous, c'est pour ça que c'est un point assez central. Alors, ça pose plein de questions de société, de est-ce que c'est, juste ou pas? En même temps, est-ce que quand, nos parents sont devenus très riches, est-ce que finalement on n'a pas le droit d'en profiter aussi, et cetera? Maintenant, une fois qu'on a ce constat, est-ce que, cette transmission, elle se fait de manière qui est juste?
Au-delà de la question de est-ce que hériter c'est juste ou pas, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui héritent, de super héritages payent leurs impôts comme tout le monde à un taux qui est correct? Est-ce que ça devrait être plus haut, plus bas? Et c'est là qu'on a fait on a fait un constat, on l'a pas inventé, ça vient du Conseil d'analyse économique, que ce que nous on a appelé les super héritiers, c'est-à-dire c'est le top 0,1 de ceux qui héritent, qui touchent en moyenne 13 millions d'euros. Ces gens payent en moyenne seulement 10 d'impôts. Alors qu'en réalité, ils devraient être plutôt dans les 45 en fait. Au-delà de 1,8 million d'euros, ce qui est au-delà normalement est taxé à 45. Donc il y a ce gouffre qui nous interroge. Alors, il vient d'où ce gouffre? Parce que vous précisez autre chose, c'est qu'en face, et ça, c'est un chiffre qui m'a surpris, 50 de la population n'hérite pas, ne reçoit pas d'héritage ou presque rien. Peu, ouais. Ce qui est énorme, comparé effectivement au gouffre des super héritiers. Ces millions, ces milliards qui ne sont taxés qu'à 10%, alors que oui, vous dites ça devrait être autour de 45%. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a plusieurs, explications. En fait, ce qu'on appelle les ultra riches ou là les super héritiers dans ce contexte-là, ont accès à plein de petites, techniques, Mmh. à plein de méthodes, pour éviter le plus, possible l'impôt et notamment, l'impôt qui concerne la transmission. Ils y ont accès parce qu'ils ont les moyens, de se pencher sur la question, d'embaucher des gestionnaires de patrimoine, des avocats fiscalistes qui vont, leur montrer, toutes ces petites failles et l'autre responsabilité qui va avec, c'est que il y a des failles qui existent aujourd'hui dans la manière dont ont été conçus, les droits de succession en France, qui fait qu'on peut, alors qu'on est censé payer 45 payer 10 avec plusieurs, méthodes. Alors, une des plus, disons simples et évidentes, c'est, le cumul. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le droit en théorie, n'importe qui a droit, d'hériter, 100 000 € de ses parents, sans rien payer dessus et c'est ce qui va dépasser qui va être taxé d'abord à 5 puis à 10 et cetera. Ces 100 000 €, en fait, ça peut être du 100 000 €, mais ça peut être, 100 000 € pour chaque parent, puis, une trentaine de milliers d'euros pour chaque grand-parent. Et en fait, ça, on peut le faire tous les 15 ans. Ça, on repart à zéro tous les 15 ans. Ça, si vous cumulez, s'il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'euros à transmettre, si elles prévoient le coup, qu'elles sont au courant de ces petites règles et cetera, elles peuvent, commencer, alors que leur enfant est très jeune et en quelques années transmettre, 1 demi-million d'euros, par exemple. Il y a cette méthode toute simple, juste d'utiliser l'abattement qui existe pour tout le monde, que tout le monde pourrait utiliser s'il avait du patrimoine à transmettre et s'il était au courant et s'il pensait sa vie sous ce prisme aussi de, «Attention, je veux absolument, avant telle année, pour pouvoir, avec telle stratégie, transmettre tel argent». Enfin, faut avoir aussi le temps de penser à ça. Voilà, donc il y a cette méthode-là, il y en a plein d'autres qui sont complémentaires, hein, Ah qui oui, oui, sont vous cumulées. parlez des niches fiscales, par exemple. Exactement. Enfin, si vous pouvez être un peu précis, parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs voient ce que c'est. Moi, je vois la niche de mon chien. Non, ceci étant, mon chien, il dort sur le canapé, donc il a même pas de niche, mais des niches fiscales, qu'est-ce que ça peut représenter? On entend souvent ce terme-là, Ouais. mais c'est pas forcément facile de le Ouais. concrétiser. Concrètement, une niche fiscale, c'est, quand vous avez un impôt ou une taxe qui existe, que vous êtes censé payer pour, X raison, par exemple l'impôt sur le revenu ou, une taxe parce que voilà, une taxe qui existe et il y a des moyens d'utiliser des petites failles, des creux, qui vont faire que vous allez pas tout payer, quoi. Donc une niche fiscale, c'est là où on va se nicher ces petites solutions pour ne pas payer l'impôt, éviter l'impôt qui devrait être dû. Donc Alors c'est pas illégal, mais c'est des failles un peu du c'est pas système. illégal. En fait, souvent, quand c'est mis en place, parce que c'est mis en place, par la loi, voté par les parlementaires et cetera, c'est des sortes d'exceptions, quoi, qu'on crée à la règle. Souvent, c'est pour des raisons, pas forcément des bonnes raisons, mais parfois si, en tout cas, c'est un objectif. En général, c'est pour, favoriser tel ou tel comportement. Par exemple, on avait, ce qu'on appelait la niche Pinel qui était censée, en enlevant, tel et tel, montant à payer d'impôts, c'était censé favoriser, la construction de logements neufs, par exemple, qui, ensuite, allaient être loués à des gens pour qu'il y ait des gens qui investissent pour qu'il y ait du logement dans le pays. Bon, le problème, par exemple, dans cette niche, c'est que, on fait payer moins d'impôts à des gens, de manière massive, sauf qu'en fait, le résultat, finalement, c'était pas c'était pas top, quoi. Enfin, en termes de politique publique, on s'est rendu compte qu'avec le même montant, ça aurait peut-être été plus rentable de juste, construire des logements sociaux directement, plutôt que de favoriser,
le fait que certaines personnes achètent des logements pour pas cher, en gros. Parfois des endroits pas stratégiques ou qui ont pas de sens, voilà. Un autre exemple de niche là dont on parle dans le rapport, c'est, ce qu'on appelle les packs du treillis. Donc c'est un nom de niche fiscale. Concrètement, ça permet, alors en respectant certaines règles, à chaque fois, il faut bien rentrer dans les cases, et cetera. En respectant certaines règles, ça permet de, si on vous transmet, des parts d'entreprise ou une entreprise, d'être exonéré sur les 3/4 du montant, sur 75. Donc par exemple, si vous deviez, recevoir, je sais pas, 1 000 €, bon, c'était beaucoup plus gros montant, mais si vous deviez recevoir 1 000 € et bah, vous auriez, 750 € sur lesquels vous payez 0 impôt et c'est sur les 250 qui restent qu'on va calculer votre petit bout d'impôt. Bon, bah, ça pour 1 000 € évidemment, bon voilà, Donc Bernard Arnault, quand il transférera ses entreprises à ses enfants, ce qui est déjà fait en partie, il ne paiera des impôts que sur 25 voilà, lui de ou ses s enfants. ou ses enfants. Voilà, par exemple. En tout cas, c'est une possibilité. Alors, faut voir s'ils rentrent bien dans les s'ils font en sorte, a priori, ils vont tout faire en sorte de rentrer. Alors, faut, signer un truc qui dit qu'on va la garder pendant au moins 2 ans, parce que c'est censé protéger le tissu économique du pays, ce qui est une bonne raison. On veut pas que les entreprises du pays ferment à chaque fois que quelqu'un décède, mais bah, il faut s'assurer que ça marche vraiment de faire ça, que c'est la bonne solution et que ça devient pas que le fait que ce soit une bonne solution peut-être dans certains cas, par exemple transmettre une PME à son enfant, pour pas que la boulangerie du village ferme, j'en sais rien, bah, ça c'est une chose, mais du coup au nom de la boulangerie, est-ce que ça veut dire qu'il faut que LVMH puisse être transmis sans que les gens, qui vont recevoir des centaines de milliards d'euros, ne payent, l'impôt qu'ils sont censés payer comme tout le monde? Là, ça paraît un peu moins juste. Donc ça, par exemple, une des solutions qui existent, c'est de décider qu'il y a un plafond, par exemple, pour que ça puisse, rester pour une petite, entreprise sans, permettre, à des, milliards d'euros de passer, sous le nez de l'État. Alors puisqu'on est dans les milliards d'euros, il y a un point, central du, rapport, c'est qu'on va tout droit vers un gouffre pour les finances publiques. En gros, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on devrait pouvoir percevoir dans les, 30 années qui viennent, puisque les milliardaires sont quand même relativement âgés, à peu près 200 milliards pour les finances publiques en frais de succession. Mais avec les niches, on n'aura que l'État ne percevra que 40 ou 45 milliards. Donc c'est un manque à gagner en gros de 160 milliards sur les 30 prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Exactement. Alors, c'est un ordre de grandeur qu'on a voulu mettre pour illustrer. En réalité, en fait, les montants sont encore beaucoup plus importants. Parce que là, on parle seulement, des milliardaires, mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent dans notre pays, qui sont juste en dessous du milliard, par Mmh. exemple, voilà. On a pris les milliardaires, on s'est rendu compte, en effet, que la moitié des milliardaires aujourd'hui, français, a plus de 70 ans et donc on s'est dit que dans les 30 prochaines années, il allait y avoir un enjeu de transmission important qui est cohérent avec, notre contexte, social, démographique, qui est qu'on est dans une période qu'on appelle celle de la grande transmission de richesse. En fait, il y a la génération, des baby boomers qui va peu à peu, transmettre sa richesse aux générations suivantes. Sauf que c'est une génération qui a, bon, sur une minorité de gens, hein, mais qui a sur une minorité de gens accumulé beaucoup de patrimoine et en réalité 20 de plus que la génération d'avant. Donc il y a des enjeux qui pour nous sont importants. C'est pour ça qu'on est allé voir, du côté des milliardaires. Et donc on s'est rendu compte en effet que sur ce tout petit bout de la population, 25 personnes, il allait y avoir 460 milliards qui allaient être transférés dans les prochaines décennies. Et là-dessus, en effet, bah, avec toutes les niches fiscales, au final, on perdrait plus de 160 milliards. Nous, pour nous, c'est une manière d'illustrer, c'est pas pour aller chercher les 25 un par un et cetera. C'est une manière de montrer Ah mais l'ampleur du s'il faut, on problème. fera. C'est une manière de montrer l'ampleur du problème. En tout cas, il y a des solutions très concrètes pour rendre ces règles-là, plus justes. Donc, pour nous, c'est ça aussi qui est important, c'est de dire: on va pas parce qu'on a peur de parler de l'héritage, parce que c'est un sujet sensible et cetera, ce qu'on comprend. Sauf que du coup, on ferme les yeux dessus et on laisse, se perpétrer des situations hyper, injustes, quoi. Et d'ailleurs, même parfois pour des personnes qui héritent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir hérité de petits montants, mais il y a certaines règles qui sont mal pensées, en tout cas selon nous, qui sont notamment la question des liens indirects. C'est-à-dire quand vous allez hériter de l'argent ou avoir une transmission d'argent qui vient pas directement ou de patrimoine, qui vient pas directement de vos parents ou de vos grands-parents, mais d'un lien direct, c'est-à-dire mais même un frère ou une sœur, un cousin, un ami, qui vous est cher, des gens qui comptent dans votre vie ou juste votre beau-père qui vous a élevé toute sa vie mais qui, vous a pas qui est pas officiellement votre père sur vos papiers, quoi.
Bah, tous ces gens, en fait, s'ils vous transmettent de l'argent, ils sont taxés à des taux qui n'ont rien à voir avec les petits taux dont on parlait tout à l'heure pour, la transmission des parents. Et alors, pour nous, c'était important de montrer aussi que ces injustices, elles sont aussi, elles peuvent toucher des petits montants. Parce qu'en fait, là, par exemple, l'abattement dont je vous parlais tout à l'heure, de vous avez 100 000 €, ça, on n'y touche pas. Ça, c'est pas valable, là, pour tous les trucs que je vous ai dit. Ça va plutôt être, ça dépend des cas, mais ça va être, par exemple, 5 000 €, 10 000 €, et vous pouvez vous retrouver à toucher, je sais pas, avoir une tante qui a jamais eu d'enfant, qui veut vous transmettre, la maison qu'elle a elle aussi, payée toute sa vie, et cetera. Et là, en fait, ça va d'un coup devenir des montants faramineux, beaucoup plus importants que ce qu'est censé payer le fils de Bernard Arnault, ce qui est quand même, assez lunaire, quoi. Mais alors justement, vous avez des, propositions pour, peut-être rétablir un petit peu, l'égalité, et en tout cas arranger les choses? Il y en a plusieurs dans le rapport, je vais vous laisser les développer, mais, en vrac, supprimer les niches fiscales, taxer l'héritier sur tout le long de sa vie, une taxation verte, un barème progressif, heu, supprimer les niches déjà. Est-ce que c'est possible, techniquement? Est-ce que, on dit toujours que ça va faire fuir les capitaux, que ça va qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, de manière générale, sur faire fuir les capitaux, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et sur beaucoup de sujets, en tout cas beaucoup des sujets sur lesquels je travaille sur la justice fiscale. Et pour moi, ça relève quand même en partie du mythe, ou en tout cas un peu de l'argument un peu fallacieux. On l'entend beaucoup, donc c'est normal de se poser la question. Évidemment, il y a des gens qui vont toujours essayer d'éviter les règles et les trucs, ça existe déjà, et on a des problèmes d'évasion fiscale, et cetera. Mais en réalité, on se rend compte que quand on change telle ou telle règle précise, par exemple, l'impôt sur la fortune, il a été, supprimé pour cette raison-là. En tout cas, c'est une des raisons qui était donnée, de dire: «Ça fait trop, ça fait peur, il faut faire revenir les gens, et cetera». Bon, bah, en fait, il y a des études qui ont été faites, on a montré que les personnes concernées, c'était une petite poignée, peut-être 100 personnes, je sais, j'ai plus le nombre exact en tête, Mmh. mais on parle vraiment de moins de quelques centaines. C'est minime, ouais. Pour, en fait, tout l'argent qui a été perdu, on parle de plusieurs milliards d'euros qui sont perdus par an. En fait, c'est quelques personnes qui étaient parties, qui sont revenues, autres. Mmh. C'est du détail, et ça devient un peu un truc un peu d'esbrouf de dire: «Attention, tout le monde va partir en courant». En réalité, les gens, ils ont des raisons d'être dans leur pays aussi. Enfin, l'argent, c'est important, Mmh. mais en fait, s'il y a des gens qui aujourd'hui, avec le système fiscal qu'on a en France, qui ont des milliards et qui sont quand même dans notre pays, c'est parce qu'il y a pas que la fiscalité qui compte. Alors, c'est aussi parce que parfois c'est avantageux pour eux. Mais aussi, en fait, c'est ça compte d'être chez soi, ça compte d'avoir des services publics, ça compte, Protection sociale. exactement, d'élever ses enfants dans des bonnes conditions, et cetera. Bon, donc faut pas trop parfois, on se fait un peu peur pour rien. Alors après, il y a des gens concrètement aussi, en effet, c'est vrai, qui vont vouloir éviter telle règle, éviter l'impôt. Bon, bah, il y a aussi des choses qui peuvent être inventées pour ça. On peut inventer des manières de penser la loi, qui font que quand on part, on doit encore payer des impôts pour X années, qu'on doit quelque chose à un pays qui nous a fourni plein de choses pendant des années. On peut pas juste partir et ne plus rien payer parce qu'on va dans un pays où on n'est pas du tout taxé. Il y a plein de choses qui peuvent être pensées Comme les autrement, quoi. États-Unis qui taxent en fonction de la nationalité et pas du pays de Exactement, résidence. c'est des choses, qui sont, des choses, en tout cas, sur lesquelles on a le droit de s'interroger, de réfléchir. En tout cas, moi, je trouve que ne pas faire des règles en se disant: «Ah, bah, de toute façon, les gens vont fuir la règle», c'est pas vraiment la bonne, Mmh. c'est pas, pour moi, pas la bonne manière de penser. Donc supprimer des niches fiscales, c'est avant tout, ce que vous nous dites, une volonté politique, en fait? Exactement, c'est une volonté politique. Alors, il faut voir sur chaque, le problème avec l'héritage, c'est qu'il y en a tellement des niches fiscales, on sait même pas exactement combien il y en a. On ne sait pas les conséquences de toutes, et cetera. On en revient à la question de l'accès à l'information aussi, d'avoir du temps de recherche consacré à ces sujets, et cetera. Sur d'autres choses, là, dont je parlais tout à l'heure, des packs du trade, c'est la transmission d'entreprise. Si on a peur pour les entreprises de notre pays, qu'on a peur notamment que les petites entreprises soient trop impactées, ce qui est une raison légitime parce qu'on manque trop d'informations aujourd'hui sur les conséquences de cette règle, bon, bah, on peut se dire: «Au moins on plafonne, au moins on fait que quand c'est des milliards, des millions, et cetera, ça s'applique pas, ou au moins qu'il y ait des règles qui, il y a des pays autour de nous qui ont des choses très similaires à cette règle-là, pour la transmission d'entreprise, mais qui ont mis, des plafonds, des seuils à partir duquel, bah, pour avoir le droit d'avoir cette exonération, bah, vous devez, par exemple, en Allemagne, il faut pouvoir prouver, au-delà d'un certain montant, il faut pouvoir prouver que, payer votre impôt, ça vous coûterait plus que la moitié de votre patrimoine. Bah, c'est une règle qui est intéressante, de dire: est-ce que concrètement, quand on n'a pas les moyens de payer, on trouve des moyens, pour que cette personne puisse quand même faire survivre cette entreprise? Ça, c'est intéressant. Mais alors, de juste,
juste exonérer tout le monde, y compris des ultra riches, sans se poser aucune question, ça paraît, étrange. Et ça pose aussi la question, qui pour nous est pareil, c'est un sujet qui s'ouvre et qui est à explorer, de la transmission aux salariés aussi, de est-ce que ça devrait être un automatisme que les transmissions se fassent, toujours, aux enfants? Est-ce qu'il y a pas des transmissions qui peuvent être collectives? Voilà. C'est-à-dire qu'on transmette l'entreprise non pas à ses enfants, mais aux salariés qui ont participé à Voilà, créer la ou une richesse. partie par exemple, D'accord. au moins. Mmh. Vous évoquez aussi une taxation verte. En quoi est-ce que ça consiste? À quoi ça ressemble? Alors, en fait, on a repris un peu le principe qu'on a déjà, on a repris un peu le principe, qu'on applique déjà à l'impôt sur la fortune. Nous, on voudrait que rétablir l'impôt sur la fortune en France, d'une manière qui soit rénové, parce qu'il avait plein de petites failles là, un peu comme ce que je décrivais. Et on voudrait lui ajouter un volet vert pour, qu'en fait, quand on possède, des actifs financiers, donc des parts d'entreprise et cetera, dans des trucs très polluants, bah, que ce soit taxé un peu plus pour à la fois pousser les entreprises à être moins polluantes et pousser les gens qui ont des moyens d'investir à investir plutôt dans les trucs qui le sont pas. Là, c'est un peu pareil sur la transmission, d'héritage, on rajoute un espèce de volet en plus, pour nous, ce serait pour tout le monde. Et qui, par exemple, donc pourrait toucher 2 choses. Donc là aussi, les actifs financiers avec la même logique de, si vous avez investi et que vous transmettez des trucs, d'entreprises polluantes, bah, il faut payer un peu plus, pour désencourager du vivant d'investir là-dedans. Et il y a aussi l'aspect immobilier. Alors là, qui concernerait pas, pour pas rajouter de difficultés, et cetera, qui concernerait pas les résidences principales. Mais quand on transmet des résidences secondaires, qu'il y ait une règle qui fasse que si, vous avez comment ça s'appelle? Un diagnostic de performance énergétique, donc vous savez, c'est l'isolation, la manière de chauffer et cetera, qui est très mauvais, qu'il y a un truc en plus. Ça aussi, c'est de l'incitation, en fait. C'est pour inciter à ce que, du vivant des personnes, ou avant la transmission, c'est la personne qui transmet qui devrait payer, Qui rénove et qui devrait rénover et cetera. un barème progressif aussi. Ce serait progressif sur quoi? Sur les revenus, sur le patrimoine, comment est-ce qu'on peut imaginer ça? On voudrait que ce soit un barème unique et qu'il soit progressif. Alors, il l'est déjà, mais c'est juste que ça s'arrête, en fait, au début, donc c'est rien du tout sur 100 000 € quand on parle des liens directs. Ensuite, c'est 5 sur un petit bout, 10 20 sur chaque partie. Et à la fin, au-delà de 1,8 million d'euros, ça passe à 45. Mais en fait, ça s'arrête alors pour nous, enfin pour, les gens lambda, 1,8 million d'euros, c'est déjà énorme, mais dans le monde des ultra riches, en fait, c'est un tout petit truc, et nous, ça nous paraît pas tout à fait normal qu'au-delà de ce taux-là, on taxe pas plus quand ça devient des montants encore plus délirants, quoi. Donc notamment, bah, les 1 les qui touchent le plus d'héritage, le petit top 1 touche en moyenne 4,2 millions d'euros et comme je vous disais avant, le top 0,1 touche en moyenne 13 millions. Bah, pour nous, il faudrait rajouter, en fait, des crans, quoi. Enfin, que ça continue de monter, S'il ne touche que 6 ou 7 ou 8 millions d'euros, je c'est pense que ça va suffisant. aller. Ouais, c'est suffisant pour payer son loyer, effectivement. Voilà. Hem, je voudrais qu'on en vienne aux obstacles qui empêchent de mettre en place ces mesures qui sont des mesures de justice fiscale. Parce qu'il faut comprendre quand même que quand on évoque, 150 ou 160 milliards de manque à gagner pour l'État sur les 30 prochaines années, c'est aussi des services publics en moins, de l'école en moins, des profs en moins, des infirmières ou de l'hôpital en moins. Donc c'est un vrai enjeu de société. Tout à l'heure, j'ai commencé, en disant: «Mais pourquoi diable vouloir, taxer?» La question était, peut-être un peu provocatrice, mais c'est pas innocent non plus parce que dans l'imaginaire collectif, ça résonne comme un problème de vouloir taxer l'héritage. Les gens se disent, souvent: «On a travaillé toute notre vie, on n'est, pas très riche, on veut transmettre quelque chose à nos enfants parce qu'on a aussi bossé pour ça» et là, ça bloque. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens qui ont l'impression qu'on va leur prendre à eux des sous alors que, le rapport, si j'ai bien compris, vise pas uniquement et enfin même pas du tout ces gens-là? Oui, bien sûr. Alors, oui, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est un sujet qui est très sensible et on comprend pourquoi. Enfin, c'est lié aussi à la question de la perte de proches, à parfois des vies entières en effet parfois de sacrifices et cetera. C'est pour ça que nous, on a voulu mettre dès le titre et partout dans le rapport, bien clairement le fait qu'on parlait des super héritages. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que ces situations-là et le vécu de tout un chacun, les petits bouts d'héritage qu'on pourrait peut-être un jour toucher ou pas, bah, ça servait d'excuse et de prétexte à pas toucher, à des héritages, qui là sont dans des sommes,
incroyable, quoi. Donc, c'est pour ça, donc on s'est penché là-dessus. Donc voilà, c'est très sensible pour cette raison. Je pense qu'il y a aussi une part il y a une part de manque d'accès à l'information et de malentendus parce qu'en fait, Heu, aujourd'hui, quand vous interrogez les gens, la plupart des gens surestiment, les taux, de taxation, de l'héritage, qui sont en moyenne, sur les liens directs, ça va être en moyenne dans les 5 donc ça reste, on détruit pas le patrimoine d'une vie quand on en prend 5 pour des impôts. On entend souvent l'État prend 50% sur un héritage. C'est Voilà. souvent ce qu'on entend. Est-ce que c'est... Bah, non, non, c'est Non. très loin. Bah, je vous dis, c'est en moyenne 5. Alors, mais par contre, les cas qui ressemblent à ça et qui, en effet, sont pas très justes, c'est, les cas où vous héritez pas de vos parents, mais c'est minoritaire, hein, je crois que c'est dans 10 des cas. Mais du coup, ça crée des exemples qui font peur, quoi. Mmh. C'est, si vous héritez, bah, de votre, cousine, votre amie, de votre beau-père, là, on monte ça va, je crois, de 45 à, ça peut monter jusqu'à 60. Donc là, en effet, on tombe sur des trucs très importants. Et par ailleurs, il y a une méconnaissance, de pendant qu'on a peur pour, nos tout petits montants, qui en réalité, en fait, là, dans 87 des cas, donc vous avez 9 personnes sur 10 qui vont toucher dans leur vie au total, moins de 100 000 €. Donc qui sont dans 9 cas sur 10, on est en dessous de ce qui est censé être taxé à 0 quoi. Et donc ensuite, quand on passe au-dessus des 100 000 € et cetera, les premiers taux sont très raisonnables, quoi. C'est de payer 5 sur ce qui est au-dessus de 100 000 €, puis 10 au-dessus de je sais plus combien. Mais bon, voilà, à côté de ça, bah, nous, on veut se pencher sur la question des super-héritiers où là, ça nous semble pas adapté, et pas raisonnable dans la situation actuelle. Là, les 160 milliards dont on parlait tout à l'heure, qui sont les 160 milliards qu'on va perdre juste sur la transmission des 25, milliardaires qui aujourd'hui ont plus de 70 ans en France. Ces 160 milliards, nous, on a calculé que sur les prochaines pendant les 30 prochaines années, ça suffirait juste ce montant-là à donner à toute personne qui aura 18 ans en France, qui atteindra les 18 ans, 7 000 €. C'est le prix d'une année d'études, par exemple. C'est un nombre de personnes, très important, hein, dont on parle. Donc c'est pas des choses qui sont complètement, anodines et là, on parle juste de l'héritage de 25 personnes. Oui, parce que c'est toujours compliqué de se représenter, des actions et des choses concrètes, des conséquences concrètes, qu'on parle de milliards ou de dizaines ou de centaines de milliards. Mais oui, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'école, de l'hôpital, des études effectivement pour les jeunes. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a un formidable dialogue de sourds sur ces sujets-là. Quand vous dites, grandes fortunes, entreprises du CAC 40, grandes entreprises, ou quand on dit ça, nous, à Fakir, en face, on répond, quand je dis en face, c'est le MEDEF, c'est les chefs de partis politiques, c'est les éditorialistes. On répond, PME, petits patrons, petites entreprises. C'est un dialogue de sourds. Je pense qu'il y a un petit peu de mauvaise foi dedans, mais voilà, quand nous on dit: «Il faut taxer les grandes entreprises ou le CAC 40», on nous répond: «Ça va pénaliser les PME». Comment on peut faire pour être davantage audible, être mieux entendu et mieux convaincre sur ces questions-là? Bah, on essaye d'être clair, en tout cas, sur le sujet, de préciser à chaque fois, comme je le faisais tout à l'heure, que les règles dont on parle, on veut pas qu'elles concernent les PME. On parle vraiment de transmission de milliards et cetera. Après, c'est pas évident parce que, bah, c'est le contre-argument préféré, en effet. Pour moi, vous savez, ça me rappelle, quand Bruno Le Maire, là, ça fait des années qu'il nous dit la même chose. Il nous dit: «Attention, moi, quoi qu'il se passe, j'augmenterai pas les impôts». Ça, quand vous avez du mal à payer vos impôts parce que vous avez pas d'argent, c'est Mmh. hyper rassurant. Mais en fait, quand il dit: «Je veux pas augmenter les impôts», ce qu'il veut dire, c'est: «Je veux pas augmenter les impôts des riches», en fait. Je veux même baisser les impôts des plus riches et pendant ce temps, la TVA, la CSG, ce que les gens payent tous parfois de manière invisible, même quand ils ont très peu de revenus, voire pas de revenus du tout, ça baisse pas du tout, voire proportionnellement à ce que possèdent les gens, on peut même considérer que ça augmente. Donc pour moi, il y a un peu cette hypocrisie qui est assez récurrente de dire: «Attention, on touche pas aux impôts». De même que là, on nous dit: «Attention, on touche pas aux impôts sur les successions, aux droits de succession, c'est déjà hyper élevé» et cetera. Mais les gens qui ont peur pour leurs impôts parce qu'ils ont pas les moyens, c'est pas eux qui sont De toute protégés par façon, ça. ils ne payent pas de Soit ils payent taxes. pas, soit en tout cas, ce que proposent, les gouvernements en place sont pas des choses qui vont plus les arranger, ce sont juste des choses qui protègent les plus riches. J'ai été, surpris de voir que Jean Tirole, qui est un prix Nobel d'économie, qui était proche économiquement de Macron, aujourd'hui tient les mêmes positions que vous et dit: «Oui, il faut taxer les super héritiers, les ultra riches». En gros, même les proches de Macron, ceux qui étaient dans le même logiciel, lui disent que c'est pas possible. C'est plus possible et qu'il faut changer. Lui ne bouge pas, c'est quoi? C'est de l'idéologie, du dogmatisme, c'est... Oui ou peut-être de la stratégie politique, je sais pas. En tout cas,
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un quasi-consensus. Enfin, vous allez voir chez les économistes qui ont produit des choses sérieuses sur le sujet, les mesures, les recommandations sont souvent assez proches, quoi. Alors, peut-être que sur tel détail, on va pas mettre tel truc exactement les mêmes taux, les mêmes machins, mais globalement, les constats des problèmes et des solutions globalement apportées sont partagés sur un champ assez large, idéologiquement, et même en effet chez des proches de Macron et même Macron lui-même, je crois qu'il a déjà pris position en disant, que c'était pas juste et cetera. Après, il prend position sur plein de choses Exactement. formidables mais après les actes, on voit rarement Ben les voilà, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a la question d'être convaincu ou de se dire convaincu par quelque chose, et ensuite il y a celle de la stratégie politique, de par qui on veut se faire bien voir ou pas, avec qui on veut être ami ou pas, en tant que décideur politique. Donc, est-ce qu'on fait les choses pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour lutter contre la pauvreté dans son pays, ou est-ce qu'en vrai on est juste très content d'avantager les plus riches, et aussi, il y a la question un peu stratégique, enfin, qui était, nous, un peu notre deuxième axe aussi enfin, un des objectifs aussi de notre rapport, c'est qu'il y a aussi un peu, à nos yeux, en tout cas, un malentendu lié un peu à tout ce dont je viens de parler, là, notamment avec l'exemple de Bruno Le Maire. Un malentendu sur la perception de cet impôt par les Français. On nous a beaucoup dit: «C'est l'impôt impopulaire par excellence, tout le monde en a peur». Il y a des sondages hyper flippants sur la question où vous dites: «Si j'étais un politique, je voudrais jamais toucher à ça parce que, je sais pas, c'est des trucs dans l'ordre des 80 des gens veulent absolument pas que ça augmente» et cetera. Mais là encore, pour moi, ça repose sur cette même confusion de, on dit droit de succession en général, et du coup, les gens se disent, que ça les concerne. Ça veut dire en général, y compris moi, évidemment, enfin, ça paraît logique. Alors qu'en fait, nous, ce qui est dénoncé par les économistes, ce qu'on dénonce dans notre rapport, c'est pas la manière dont le tout un chacun hérite, c'est les super héritages. Et là, quand vous précisez un peu la question, quand vous donnez des statistiques sur la situation actuelle, vous n'avez pas du tout les mêmes résultats. On a fait un sondage au moment de la sortie du rapport. 60% des gens, c'est pas du tout les chiffres qui sortent habituellement. 60, et pourtant, c'est un truc de sondage très habituel, etc. 60% des gens sont pour mieux taxer les héritages des grandes fortunes. Donc mais c'est parce qu'on précise. On leur dit pas: «Est-ce que vous, sur la maison de votre maman qui a galéré toute sa vie, vous voulez bien payer plus?» Bah, personne n'a envie de répondre «oui», évidemment. Enfin, dans la confusion, ça crée aussi des malentendus, et ça explique en partie, parfois, si on imagine qu'ils sont de bonne foi, ça peut expliquer en partie les réticences des politiques, parce qu'ils se disent: «Si la majorité de la population est contre, j'y touche pas, en tout cas, ça va pas être ma priorité». très bien. Je voudrais qu'on profite que vous soyez là avec nous pour évoquer un autre rapport. On a été embêtés parce qu'il y avait 2 rapports super intéressants d'Oxfam qui sont sortis au même moment. Un autre rapport qui s'appelle, 16 me auquel vous avez contribué d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, 16 mesures, 101 milliards supplémentaires par an pour s'attaquer aux inégalités. Et je crois que vous précisez en sous-titre: «Sans toucher aux classes moyennes», donc pour couper l'herbe sous le pied de toujours la même critique. C'est des milliards supplémentaires qu'on va venir prendre dans la poche des gens. Alors il y a quelques chiffres étonnants que vous commentez, que je voudrais que vous commentiez. Dans ce rapport, vous dites que 96% des dividendes vont vers 1% des ménages, que les 4 plus gros milliardaires français ont vu depuis le Covid, je crois, leur richesse augmenter de 90%, pendant que 90% de la population a vu sa richesse baisser. Ces mesures dont vous parlez, c'est juste sur les 30% des Français les plus riches, et ça permettrait de ramener, comme taxer les super profits par exemple, juste ça, taxer les super profits, 20 milliards par an, ce qui réglerait toutes les questions qu'on se pose. Voilà, faut trouver 20 milliards. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce rapport à lire et à mettre entre toutes les mains Mmh. que vous avez produit? Alors, nous, on avait sorti, en fait, une première mouture il y a quelques années, déjà en 2021, je crois, et là, c'est une mise à jour. On essaie de le mettre à jour tous les ans avec les nouveaux chiffres et cetera, et on le fait pourquoi à chaque fois en septembre? Parce que c'est avant, ce qu'on appelle le projet de loi de finances. En fait, c'est le moment de l'année où va être voté le budget de l'État, donc toutes les règles là sur les taxes, les impôts et cetera, mais aussi où est-ce qu'on met ensuite cet argent, combien on met pour l'école, combien on met, et cetera. Donc c'est au moment où tout ça va se décider, notamment, au parlement, que nous, on essaie de rappeler qu'on a des solutions pour, pas avoir besoin, en fait, d'aller, couper dans les dépenses, et épuiser toujours plus les services publics dont on a besoin, notamment pour lutter contre les inégalités et pour que les gens aillent bien dans notre pays. Donc nous, on veut plutôt mettre plus d'argent là-dedans qu'en enlever,
Et pour ça, pour que tout ça tienne et pour pouvoir financer tout ça correctement, les services publics, la transition écologique, tout ça, ça demande, des gros montants, hein. Et bah, du coup, on a des solutions concrètes, ce sont des mesures fiscales, donc des changements de règles, notamment dans les impôts et cetera, qui touchent en effet que les plus riches dans la manière dont on les a conçus. Avec l'idée aussi de si on se rend compte que dans tel cas, en fait, indirectement, ça pourrait toucher un tel, je sais pas, dans telle situation, il y a aussi l'idée de pouvoir compenser évidemment. Quand ça touche aux classes moyennes populaires, on fait toujours des aides pour compenser parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir plus de justice et d'égalité. Donc voilà, il y a tout un tas de règles. Il y a comme, enfin de propositions quoi, comme, l'impôt sur la fortune, rénové dont je vous parlais tout à l'heure, qui est partagé avec d'autres associations, qui est de se dire: «Bah, en fait, aujourd'hui, quand on possède beaucoup de patrimoine, bah, c'est normal de payer un peu d'impôt dessus comme c'était le cas avant». Hem, c'est normal, d'autant plus dans un contexte où aujourd'hui, c'est beaucoup le patrimoine aussi qui fait la richesse parce que on a tendance à se dire, si on travaille très dur, très fort, nos revenus augmentent petit à petit, on va monter dans l'entreprise ou que sais-je. En réalité, ce qu'on peut gagner par le travail et par les revenus aujourd'hui, ça reste assez moindre par rapport à l'accumulation du patrimoine et notamment les ultra riches dont on parle, les top, 0,1 et cetera. C'est des gens qui vivent beaucoup plus de leur patrimoine que de leurs revenus. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, faire des prêts au nom de, je sais pas, de telle villa ou tel truc ou telle part d'entreprise qu'ils possèdent. Ça fait comme des garanties. Ils font des prêts sur lesquels ils payent pas d'impôts. Avec ces prêts, ils achètent d'autres trucs, avec lesquels ils font encore d'autres prêts. Donc, c'est pas forcément l'impôt sur le revenu qui est vraiment au centre, de ce qui se joue aujourd'hui dans les injustices, économiques, quoi, dans notre pays. Donc voilà, il y a plein de mesures dont celle-ci, c'est un exemple. Oui, d'ailleurs, on fait la boucle avec le précédent rapport sur l'héritage. Il y a un chiffre aussi que vous donniez qui est que un quart des milliardaires du pays, viennent des 3 mêmes familles, Ouais. ce qui est sidérant. Oui, ce qui est sidérant est assez, je trouve que c'est une bonne illustration. Enfin, là encore, c'est plus une illustration qu'un voilà, bon, enfin, notre problème, c'est pas les 3 familles, mais ça montre qu'on est sur un niveau de cumul et on a vraiment une minorité, un petit groupe de gens qui ont des montants faramineux, et qui sont plus liés à des questions de mérite, de justice, de: «Ah lui, il a tellement bien travaillé qu'il a 240 milliards quand les autres, ils travaillent très fort et ils ont le SMIC». Enfin, je veux dire, c'est pas, on parle d'ordres de grandeur qui sont plus rationnels, quoi. Donc pour nous, ça illustre, quoi, ce truc des 3 familles, ça illustre qu'en fait, on parle d'un petit groupe de personnes, il y a pas que ces 3 familles, il y en a d'autres, mais voilà, c'est une illustration de ce truc de cumul, quoi et d'ultra minorité de la population, qui possède, des montants très importants et puis qui se transmet, qui se donne, entre eux, qui trouvent des moyens, des astuces qui pèsent ensuite dans les discussions politiques, il y avait une illustration qui était enfin, ça a pas du tout fait d'histoire à l'époque. Moi, j'avais trouvé ça assez intéressant. Heu dans Le Monde, il y avait eu, un article qui montrait que, il y avait eu des discussions, l'année dernière, au budget de l'année dernière, pour taxer les rachats d'actions. Donc, enfin bon, c'est pas très intéressant, mais c'est un truc que font, certaines grosses entreprises cotées où à la fin de l'année, elles rachètent leurs propres actions, ça fait monter les cours, elles Et alors, il faut expliquer, elles les ouais, rachètent, on l'a déjà expliqué dans Fakir, mais elles rachètent leurs propres actions pour les détruire et pour faire monter le cours de celles qui restent et exactement. donc augmenter la richesse, en particulier de leurs plus gros Voilà, actionnaires. exactement. Donc c'est un truc un peu artificiel, bizarre, pas très sain comme méthode de gestion C'est d'une la entreprise. destruction de valeur, en fait. Exactement, pour faire monter, le cours de sa propre entreprise au lieu de, je sais pas, redistribuer aux gens de l'entreprise, d'investir dans des trucs utiles, et cetera. Donc ça, par exemple, c'était censé enfin, pareil, Macron avait dit que c'était pas bien non plus. Les associations, certains politiques et tout avaient, milité pour que ce soit taxé. Il y a une taxe qui devait être mise en place au moment du projet de loi de finances. Finalement, elle a pas été mise en place. On apprend dans Le Monde, que, Bernard Arnault était très mécontent de cette mesure et qu'il avait, peut-être mis dans la balance, le fait son investissement dans les jeux olympiques, à quelques mois des jeux olympiques, et finalement, on sait pas trop pourquoi ce truc est pas resté. Alors je vais pas faire un espèce de truc complotiste sur la suppression de rachat d'actions, mais en tout cas, ne serait-ce que la volonté de peser dans ce genre de décision fiscale sur comment fonctionne notre pays, quelles sont les règles, à qui elles sont appliquées, que vous ayez quelques personnes, parce qu'elles possèdent des milliards, qui puissent avoir leur mot à dire plus que les autres, nous, ça nous paraît pas juste, quoi, tout simplement. Eh ben, effectivement, ça nous semble pas très juste à nous non plus. Je vous remercie. On clôt cette partie de l'entretien pour arriver à la fin, la rubrique que tout le monde attend. C'est la question du tac au tac. Je sais pas si vous êtes prête, Leïla? J'essaye. Donc ça demande des réponses, rapides. Vous avez le droit de réfléchir quand même. 1re question.
Taxer les plus riches, est-ce que ça provoquerait plutôt une fuite des capitaux ou une fuite des fraudeurs? Une fuite des fraudeurs. Bonne réponse. Personnellement, vous préférez écrire des rapports sur les super riches ou hériter d'un super riche? J'aime bien mes rapports sur les super riches. Ça me semble plus utile. Très bien. Le meilleur ami des riches, Sarkozy ou Macron? Et vous pouvez dire aussi François Hollande, si on peut ouvrir le champ des possibles. En tout cas, Sarkozy et Macron ont été des très bons amis, des plus riches, dans leurs, réformes fiscales, respectives. Faut-il augmenter les impôts ou leurs impôts? Leurs impôts, enfin les impôts des ultra riches, ça c'est sûr. C'était sous-entendu. Ouais. Voilà. La lutte des classes est-elle dépassée ou futuriste? Plutôt futuriste, on va dire. Plutôt vivre pauvre dans un pays de milliardaires ou classe moyenne dans un pays sans milliardaires? Attendez, redites. Je savais qu'elle était mal, Est-ce qu'il vaut mieux vivre pauvre dans un pays de milliardaires ou classe moyenne dans un pays sans milliardaires? Elle est difficile à comprendre. Ah bah, non, non, enfin moi je pense que tout le monde vivrait mieux, en étant un peu plus égaux quoi, en vivant bien, donc plutôt la deuxième. Classe moyenne dans un pays sans milliardaires. On s'en remettra de leur absence. La dernière question, c'est sans doute la plus difficile. Ah. Qui est le plus dogmatique, Macron ou Lénine? Ouh là là, non là je me prononce pas. Vous avez droit à un joker, il n'y a Joker. pas de souci. Merci beaucoup, Leïla, de nous avoir accordé autant de temps. Je précise que vous pouvez retrouver les rapports dont on a parlé sur le site d'Oxfam. Ils sont très clairs et très accessibles. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Fakir TV. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez toutes les infos en incrustation ou sur le site de Fakir. À bientôt.